Anthony Bourdain ne se contentait pas de manger. Il utilisait la nourriture pour raconter des histoires sur le pouvoir, la culture, la classe sociale, l'identité et sur qui a droit à une place à table. Au fil du temps, il a développé des opinions fortes et parfois très impopulaires sur ce que les gens mangent, comment ils mangent et pourquoi la plupart d'entre eux s'y prennent mal. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux opinions controversées d'Anthony Bourdain sur la nourriture. Mais avant de commencer, abonnez-vous et dites-nous quelle était votre opinion la plus controversée sur la nourriture. Anthony Bourdain a bâti une carrière mondiale sur des erreurs, des secondes chances et une volonté sans filtre de dire ce qu'il pensait être la vérité. Je suis Tony Bourdain, le mauvais garçon de la cuisine. J'irai partout et mangerai tout si on me paye en émeraude et que ma chambre a un bidet à champagne tiède. Né à New York en 1956 et ayant grandi dans la banlieue du New Jersey, Bourdain a été exposé très tôt à la nourriture, mais ce n'était pas une sophistication de nappe blanche, plutôt un éveil existentiel. Célèbrement déclenché par sa première huître dégustée lors d'un voyage familial en France, ce moment n'a pas seulement changé son palais, il a discrètement transformé sa façon de penser la culture, le plaisir et la curiosité. Après son diplôme de l'Institut culinaire d'Amérique en 1978, Bourdain a travaillé des décennies dans les cuisines de New York, gravissant les échelons dans divers restaurants jusqu'à devenir chef exécutif à la Brasserie Les Halles. Ces années étaient chaotiques, éprouvantes et marquées par une forte consommation de substances, que Bourdain a plus tard décrite avec une honnêteté sans faille, sans nostalgie romantique. Tout a changé en 1999 lorsque le New Yorker a publié son essai « Ne mangez pas avant d'avoir lu ceci ». J'étais de mauvaise humeur après la fermeture de mon dernier restaurant et je n'avais aucune raison de ne pas dire la vérité sur un métier que j'aime autant qu'il me laisse des sentiments mitigés. Cet article a servi de tremplin à Confessions d'un chef, le livre qui a rendu Bourdain célèbre pour avoir refusé d'édulcorer le monde de la restauration ou sa propre image. De là ont découlé ses émissions télé, No Reservation, The Layover, Parts Unknown. Malgré sa notoriété culinaire, Bourdain refusait d'être appelé chef. Il a répété à plusieurs reprises qu'il se considérait d'abord comme un écrivain, un conteur qui utilisait la nourriture comme un passeport pour entrer dans la vie des autres. Cette voix incisive, pleine d'opinions, empathique et parfois abrasive, l'a rendu aimé, controversé et digne de confiance. Ainsi, quand Bourdain donnait son avis sur la nourriture, tout le monde l'écoutait, qu'il partage son opinion ou non. Anthony Bourdain n'aimait pas ce que la culture alimentaire américaine avait fait du poulet, pas le poulet lui-même. Selon lui, cela revenait à en faire une obligation sans saveur ni plaisir, que les gens commandaient lorsqu'ils n'avaient sûrement pas envie de prendre une décision. Pour Bourdain, le poulet n'était pas neutre, il était ennuyeux par définition. Il était très allergique à la gymnastique morale des gens sur ce sujet. Bourdain a déjà dit en plaisantant que ceux qui pensent que les cochons sont sales n'ont jamais visité une exploitation avicole moderne. Si le porc était suspect, selon Bourdain, le poulet industriel aurait dû rebuter. Au-delà de l'éthique, il manquait aussi le goût. Bourdain se plaignait que le poulet américain était à queue, fade et manipulé avec une telle négligence que cela frôlait l'hostilité. Pour lui, cela symbolisait les pires habitudes de la consommation de masse. Approvisionnement au plus bas niveau, assaisonnement minimal et l'idée déprimante que le poulet est censé être insipide. Dans un monde débordant de saveurs, commander du poulet ressemblait moins à un choix qu'à une capitulation. Bourdain était direct sur les végétaliens et végétariens. En 2013, il a déclaré à Playboy que le véganisme était un phénomène du premier monde, totalement égoïste. Et il a ajouté que les végétariens sont de mauvais voyageurs et invités, car éviter les produits animaux en voyage ou chez quelqu'un lui paraissait irrespectueux. Selon lui, refuser un repas, surtout lorsqu'on est invité, était une preuve d'arrogance et d'entêtement, plutôt qu'une question de principe. Si tu n'es même pas capable d'apprécier un bon fromage bien fait, coulant et odorant comme celui-ci, autant en finir tout de suite. Pour Bourdain, la nourriture était bien plus qu'un simple carburant ou une question d'éthique. C'était un pont vers d'autres cultures, et les végétariens ou végétaliens qui refusaient des primes d'y participer trahissaient cet esprit. Cela dit, sa position n'était pas gravée dans le marbre. En voyage en Inde, surtout au Pendjab, il a reconnu que la cuisine végétarienne locale avait changé son opinion. Les plats régionaux, affirmait-il, étaient audacieux, vibrants et authentiques, végétariens ou non, et tout simplement excellents. L'Inde, surtout le Pendjab, est un endroit où je pourrais manger végétarien longtemps avec plaisir, juste en savourant la cuisine. En résumé, Bourdain méprisait moins les régimes restrictifs par haine que parce qu'il y voyait un refus d'implication. Anthony Bourdain, devenu chef célèbre, n'a jamais cessé de se moquer de l'écosystème qu'il a produit. Il voyait le pire de la télévision culinaire comme une machine valorisant raccourcis, astuces et partenariats de marques au détriment de la vraie cuisine.
pour le meilleur ou pour le pire. Je veux dire, et je dis ça en tant que personne qui profite de ce statut de chef célèbre autant que possible, et j'en suis très heureux. C'est la nouvelle pornographie. Et il n'hésitait pas à citer des noms. Sa cible la plus célèbre était Paula Deen. Dans une interview à TV Guide, Bourdin l'a qualifiée de personne la plus dangereuse pour l'Amérique, affirmant qu'elle se félicite de liens avec des entreprises maléfiques et vend fièrement de la nourriture malsaine à un pays déjà en mauvaise santé. Il a conclu simplement « Sa cuisine était nulle, mélange d'excès industriels, de sponsoring des grandes entreprises et de faux confort traditionnels ». Il y avait aussi Guy Fieri, dont le restaurant de Times Square a été décrit par Bourdin comme un dôme de la terreur qui avait transformé le quartier en district Ed Hardy. Il se moquait des chemises voyantes, des cheveux décolorés et du menu de Fieri, mais a ensuite reconnu son travail et ses œuvres caritatives. Sandra Lee a aussi été ciblée. Bourdin l'aurait traité d'enfant de l'enfer de Betty Crocker et Charles Manson, se moquant de son style semi-maison, disant qu'elle entrait en se dandinant pour ouvrir une boîte de saletés et l'étaler sur d'autres saletés, sous les blagues dont son propos était sérieux. Quand la nourriture devient un outil télévisuel ou marketing, on perd l'artisanat, la culture et l'authenticité que, selon lui, la cuisine devait incarner. Anthony Bourdin aimait les restaurants mais n'avait pas confiance en tous. Au fil des ans, il a dressé de nombreuses listes de plats qu'il voyait comme des signaux d'alerte, pas comme des délicatesses. Le poulet était sur la liste, tout comme le steak ou le poisson trop cuit, les moules oubliés, les sushis bon marché et la viande hachée douteuse. Pour Anthony Bourdin, un restaurant qui vend des mini-burgers de Kobe ou masque le goût avec de l'huile de truffe lance un avertissement, non un argument de vente. L'huile de truffe est horrible, ce n'est pas de la vraie nourriture. C'est vraiment du même niveau que... aussi comestible que de l'Astroglide et fabriqué à partir des mêmes ingrédients. Le brunch en particulier suscitait son mépris. Bourdin considérait le brunch comme un dépotoir pour les restes d'ingrédients, un repas inventé pour les gens qui se lèvent tard et les restaurants qui essaient de casser d'écouler leur stock. Une des tragédies de ma vie est d'être vraiment doué pour ça. Après ma carrière ratée à la télé, je sais qu'un poste au brunch m'attend toujours, ce qui explique sans doute pourquoi je déteste autant ça. La sauce hollandaise, les salades César au poulet grillé, les clubs sandwich, la sauce ranch et l'espadon figuraient aussi sur la liste noire. Même le poisson commandé lundi suscitait des soupçons, car les livraisons arrivaient plus tard. La leçon à retenir, ce n'était pas de la paranoïa, mais du réalisme. Bourdin pensait que connaître les raccourcis des restaurants permettait de mieux manger rapidement. Anthony Bourdin n'avait aucune patience pour les tendances culinaires, surtout celles qui étaient agressivement saisonnières. À propos de la saveur pumpkin spice, il a écrit « J'aimerais voir cette folie du pumpkin spice noyée dans son propre sang, rapidement ». Pour Bourdin, ce phénomène incarnait tout ce qu'il détestait dans la culture alimentaire moderne. Nostalgie artificielle, marketing dominant la saveur, et tendance qui rend créée pour être virale, non savoureuse. Ce mépris concernait aussi les cures de jus et les régimes sans gluten, sans raison médicale. S'il accueillait favorablement les options sans gluten pour ceux qui en avaient réellement besoin, il se moquait de l'hystérie autour du gluten, affirmant que le traiter comme l'équivalent d'Al-Qaïda lui paraissait profondément déséquilibré. Pour Bourdin, la nourriture n'était pas un programme de détox, elle était faite pour être mangée, appréciée et prise un peu moins au sérieux. Bourdin résumait le complexe industriel de la restauration rapide avec une phrase simple. Le roi, le clown et le colonel, Burger King, McDonald's, KFC. Selon lui, il ne s'agissait pas de vrais restaurants, mais d'un empire fondé sur les raccourcis, le branding et la mémoire musculaire. Les Chicken McNuggets, selon lui, étaient plus un produit anonyme conçu, très éloigné de ce qu'était autrefois le poulet. Johnny Rockets suscitait son mépris pour avoir transformé la nostalgie des dîners en une performance artificielle. Derrière ses plaisanteries, sa critique restait cohérente. La restauration rapide aplatissait les saveurs et coupait les gens de la réalité de la cuisine. Pour Bourdin, mal manger était une chose, mais déléguer entièrement son goût en était une autre. Tout cela, disait Bourdin, laissait toutefois place à une rare exception, In-N-Out Burger. C'est la seule chaîne de fast-food que j'apprécie vraiment et que je trouve bénéfique. Il évoquait avec tendresse la simplicité d'In-N-Out et débutait comme finissait souvent ses séjours à Los Angeles par un double-double animal style. Anthony Bourdin disait qu'un bon burger, c'est simple. Bonne viande, fromage fondant et pain de pommes de terre moelleux. Toute autre chose, surtout la brioche, était un excès culinaire. Il soutenait que le rôle d'un pain n'était pas d'ajouter de la richesse, mais d'absorber la graisse, de maintenir l'ensemble et de livrer fidèlement le burger jusqu'à la dernière bouchée. La brioche, selon lui, échouait sur tous les plans. Trop sucrée, trop riche et structurellement peu fiable. Un burger, c'est beau, sauf quand on en a la moitié sur soi. Pour lui, le burger parfait n'était pas de la haute cuisine, mais un aliment fonctionnel bien fait.
Anthony Bourdain était peu plus irrité que par la 3e tranche de pain d'un club sandwich. Dans une interview avec NPR, il l'a qualifiée d'invention satanique, affirmant qu'elle ne sert qu'à saboter la structure du sandwich. Selon lui, la tranche du milieu n'améliorait ni texture ni saveur, mais rendait le sandwich plus difficile à manger et prétentieux. Il a réitéré ses propos dans une interview avec le Los Angeles Times, se plaignant que la tranche de pain supplémentaire était inutile, agaçante et d'une persistance déconcertante. Il estimait que ce n'était pas une mode moderne, mais un phénomène ancien, ce qui selon lui était pire. Pour Bourdin, le club sandwich devait faire preuve de retenue, pas de couche. Anthony Bourdain a consacré sa carrière à goûter du phacochère, du requin fermenté et d'autres plats pouvant être dangereux. Mais il réservait certaines de ses critiques les plus dures à la cuisine américaine, en particulier à la nourriture industrielle. Il affirmait que les États-Unis ont parmi les pires aliments, car les Américains ne prennent pas la santé au sérieux. Les portions géantes, les aliments ultra transformés et les boissons sucrées faisaient partie intégrante du système. Dans une interview, Bourdain a qualifié la restauration rapide américaine de plus scandaleuse au monde. Non pas parce qu'elle choquait, comme le cœur de Cobra, mais parce qu'elle valorise la paresse, la facilité et l'acceptation joyeuse d'une nourriture nocive. Cette combinaison d'ignorance volontaire et de marketing astucieux le choquait plus que n'importe quelle partie animale étrange. Pourtant, il n'était pas anti-américain. Bourdain raffolait des spécialités locales. Hot dog à la Chicago, barbecue de Kansas City, petits restos où l'on cuisinait vraiment. Sa cible était les produits anonymes et standardisés par des chaînes et des comités. Pour Bourdain, le problème de la nourriture américaine n'était pas le goût, mais que les États-Unis avaient bâti une économie sur l'ignorance des conséquences et l'avaient amplifiée. Anthony Bourdain critiquait la mauvaise nourriture et la façon dont elle était valorisée. Lors d'un AMA sur Reddit en 2016, il a affirmé que la cuisine mexicaine et indienne est parmi les plus sous-estimées, et a déploré qu'aux États-Unis, on pense automatiquement que la nourriture ethnique doit être bon marché. Il a dit « C'est franchement raciste de supposer que la cuisine mexicaine ou indienne doit être bon marché ». Il a encouragé à payer plus pour une cuisine de qualité, issue de ses traditions, surtout lorsque ces plats demandent autant de soins, de technique et de respect que la haute cuisine. Pour Bourdain, les tacos ou currys à bas prix n'étaient pas une aubaine, mais un signe de mépris culturel. Même pour un critique réputé sévère, le Waffle House a acquis un statut quasi révérencieux auprès d'Anthony Bourdain. Il l'a qualifié de lieu sans ironie, où tout était beau et rien ne fait mal. Un rare havre de paix, ouvert tard ou 24 heures sur 24, anonyme pour les étrangers et fiable à chaque fois. Pour Bourdain, le Waffle House n'était pas de la haute cuisine, mais une cuisine honnête, simple à la lumière chaleureuse, avec son rituel sacré de pommes de terre sautées nocturnes et ses gaufres aux noix de pécan beurrées. Il affirmait que le vrai réconfort est l'âme surpassée des prestigieuses dégustations. C'est mieux que la haute cuisine française, mec. Le Waffle House rappelait que la culture culinaire ne se limite pas au raffinement, mais consiste parfois à être présent quand il le faut. Chaud au bon marché, sans prétention et disponible sans condition. Pour Bourdain, c'est un restaurant qui mérite d'être aimé. Même Anthony Bourdain, fin gourmet, avait ses plaisirs coupables, dont les macaronis au fromage de Popeyes Louisiana Kitchen. Il l'a déjà qualifié de plaisir honteux, avouant qu'il lui arrivait parfois de se faufiler chez Popeyes tard le soir, tentant de rester discret pour en prendre une portion. Cette sauce orange fluo, selon lui, n'était pas gastronomique, mais apportait du réconfort. Il a dit « Peu de choses ressemblaient à du fromage, pourtant j'adore ce truc ». L'association de glucides chauds et crémeux, de poulet frit, de biscuits et de sauces semblait être la combinaison idéale pour un homme dont le régime allait de la cuisine de rue exotique à la gastronomie régionale de haut niveau. Pour Bourdain, les macaronis au fromage de Popeye n'étaient pas une absurdité. C'était de la nostalgie, de la faim et l'acceptation sans complexe de ce qui a bon goût. Parfois, cela suffit. Les avis culinaires d'Anthony Bourdain n'étaient pas faits pour mettre tout le monde à l'aise, ils étaient en fait pour faire réfléchir les gens. Qu'il fasse l'éloge de la restauration rapide grasse ou qu'il démonte les vaches sacrées de la gastronomie, son message restait toujours le même. Mangez avec curiosité, respectez le savoir-faire et soyez honnête sur ce qui est bon. La nourriture comptait car les gens comptaient en nous. Qu'en pensez-vous ? Quelles opinions culinaires de Bourdain partagez-vous et lesquelles contestez-vous ? Partagez vos avis tranchés dans les commentaires, abonnez-vous pour plus de vidéos Weird History Food et dites-nous quelle icône culinaire controversée mérite la prochaine analyse approfondie.